Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici, les médias, voici le sommaire. Gabon, installation des panneaux publicitaires à Libreville à l'approche des élections. Le Gabon vit déjà un air de campagne électorale à travers les masses médias. 3 ans après la destruction des panneaux publicitaires jugés anarchiques par les autorités, les affiches de campagnes électorales redonnent vie à la circulation routière. Afrique du Sud, signature d'un traité de coproduction télé avec la Grande-Bretagne. L'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne sont désormais liés par un traité de coproduction dans le domaine de la télévision. En quoi consiste cette coproduction? Karine Mambou nous le dira. Bonjour Karine. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à toute la communauté. Bienvenue en Afrique du Sud. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs et des internautes, il fallait parler de Jean-Patrice Keka, cet ingénieur congolais qui a conçu et lancé une série de fusées. Roland Diakou est avec nous, il nous l'expliquera. Malawi, les nominations à la direction générale et au conseil d'administration de la télévision publique passeront désormais par le Parlement. Au Malawi, il y a désormais un changement dans la procédure des nominations à l'Office de l'audiovisuel public et à l'organe de régulation des communications. Philomène Ducy est avec nous. Elle nous donnera plus de détails. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Panafrique, les pays africains divisés sur une résolution protégeant l'accès et la diffusion de l'information sur Internet. Le projet de résolution portant la promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur Internet, adopté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a fait l'objet d'une division parmi les pays africains. Pourquoi un tel projet fait-il autant de divisions? Élément de réponse dans cette édition. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un infographe? En quoi consiste le métier d'infographe? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Sedita Chago. Sedita Chago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, merci. Aimé Désiré, bonjour. Passionné des médias. C'est ici, les médias. Ici, les médias. Gabon, installation des panneaux publicitaires à Libreville à l'approche des élections. Le Gabon vit déjà un air de campagne électorale à travers les masses médias. 3 ans après la destruction des panneaux publicitaires jugés anarchiques par les autorités, les affiches de campagnes électorales redonnent vie à la circulation routière. Aimé Désiré. Ici, les médias. Au Gabon, de nouveaux panneaux publicitaires sont installés à Libreville, constate le site d'information Gabon Review. Le pays vit déjà un air de campagne électorale à moins de 2 mois de la présidentielle prévue le 27 août 2016. Le nombre de panneaux publicitaires avait été réduit considérablement en 2013 à la suite de la campagne de destruction de ces enseignes jugées anarchiques par le gouvernement. L'action publique s'était essentiellement concentrée sur Libreville, la capitale. Le gouvernement avait mis en avant le besoin de protéger le patrimoine routier, s'appuyant justement sur les dispositions de l'ordonnance portant protection du patrimoine routier national. Des vives critiques avaient été formulées par le collectif des professionnels de l'affichage et l'association des professionnels gabonais de la communication. Ceux-ci parlaient du péril d'au moins 500 emplois. Aucune explication officielle n'a encore été donnée, ni le schéma d'implantation des panneaux publicitaires à Libreville, ni l'utilisation qui en sera faite. Ici, les médias. Afrique du Sud, signature d'un traité de coproduction télé avec la Grande-Bretagne. L'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne sont désormais liés par un traité de coproduction dans le domaine de la télévision. En quoi consiste cette coopération? Karine Mambou nous en dit plus. Ici, les médias. Le traité signé ce début juin permettra de renforcer les liens entre l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne dans l'industrie de la télévision. Il va aussi encourager le partage des connaissances et des idées et stimuler la croissance économique grâce à la production de télé. Les parties ayant négocié sont d'une part le département britannique de la culture, des médias et des sports, ainsi que l'Institut britannique du cinéma, et d'autre part le ministère sud-africain des arts et de la culture. En Afrique du Sud, comme en Grande-Bretagne et Aimé Désiré, des exonérations fiscales seront accordées aux productions de télé
sécurité retenus dans le cadre de ce traité. L'Afrique du Sud a signé des accords similaires avec d'autres pays, notamment le Canada, l'Allemagne, l'Italie et la France. Le ministère britannique de la Culture, Edvede, situe l'importance du traité en ces termes, je cite, « La production télé britannique a une histoire pleine de succès, mais nous devons assurer que le Royaume-Uni reste bien placé pour tirer parti des occasions qui se présentent grâce à la collaboration internationale. Ce nouvel accord renforce notre relation déjà solide avec l'Afrique du Sud et permettra aux sociétés de production des deux pays de jouir des avantages de la coproduction respective. » Depuis Johannesburg, pour Ici les médias, je signe Karine Mamou. Ici les médias. Alors, pour appréhender cette nouvelle coopération qui lie l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne, nous avons en ligne Cédric Tachago. Que pensez-vous d'une telle association ? Eh bien, il faut dire de prime abord que les traités de coproduction audiovisuelle et les protocoles d'entente, comme tout contrat à la base, sont négociés entre deux pays afin d'énoncer les obligations de chacune des parties relativement à la coproduction audiovisuelle. Oui. À l'issue de sa signature, les parties sont ainsi fixées sur leur cahier de charges et chacune d'elles connaît la mission qui l'incombera. À notre humble avis, le récent contrat de coproduction qui lie désormais l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne est important dans la mesure où il permettra une synergie de compétences dans le domaine médiatique. Dans un rendez-vous du donner et du recevoir, le partage des idées visera le développement du secteur de la télévision. Oui. Toute une aubaine pour le pays de Jacob Zuma qui gagnera à coup sûr en expérience en s'abreuvant à l'école britannique. Même si on peut un peu déplorer le fait que les deux parties ne vont pas sur le même pied d'égalité. Oui. La Grande-Bretagne ici semble tirer le meilleur profit, surtout sur le plan linguistique. Alors, pensez-vous que la voix de l'Afrique ou la voix de l'Afrique du Sud peut-elle véritablement porter dans un partenariat avec la Grande-Bretagne ? Aimé Désiré, vous le savez certainement, la conclusion de pareils traités se fait à l'issue de négociations houleuses. Oui. Les cérémonies officielles qui consistent à signer les parapheurs sous le crépitement des flashs des photographes ne sont en aval que la partie visible de l'iceberg. Oui. En amont, tout devrait se jouer au cours d'âpres négociations et l'Afrique doit faire des propositions fortes, faire valoir ses idées, peser de tous ses arguments. À notre avis, tout se joue à ce niveau. Oui. Qu'est-ce que l'Afrique donne? Que reçoit-elle en retour? Et comment cela se fait-il? Des questions essentielles qui nécessitent de trouver des réponses pertinentes. Nous pensons que l'Afrique du Sud, ou l'Afrique tout court, doit enfin se détacher du joug colonial, se sentir indépendant et libre dans ses choix. Oui. Dans cette perspective, sa voix pourra véritablement porter. Merci Cédric. Une telle coopération qui peut profiter aux deux parties, cela fait rêver. Et s'il y a quelqu'un qui aurait voulu profiter d'une telle attention, et il s'agit bien de Jean-Patrice Keka. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la demande des internautes et des auditeurs, il fallait parler de Jean-Patrice Keka, cet ingénieur congolais qui a conçu et lancé une série de fusées. Roland Diakou. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ces antennes pour parler de ce qu'il fallait en parler. Donc ici, les médias, parler de quelque chose qui mérite d'être suffisamment parlé pour le bonheur des inconditionnels de cette émission, mais aussi pour le bonheur de ces personnes qui aiment l'Afrique qui gagne ou encore des Africains qui pensent. C'est le cas de Jean-Patrice Keka Oyemba Okese, qui est un scientifique congolais de Congo-Kinshasa qui a conçu et lancé une série de fusées fabriquées avec des objets de récupération. Alors, ce scientifique a fait ses classes à l'Institut supérieur des techniques appliquées en abrégé ISTA de Kinshasa en 2005. DTA, développement tous azimuts, la société qu'il dirige, conçoit un programme de conquête spatiale appelé Troposphère qui porte sur le lancement de 5 fusées expérimentales ne devant pas dépasser 36 152 mètres d'altitude. Après avoir acquis un terrain sur le site de Menkao, DTA conçoit un centre de contrôle équipé, entre autres, d'un système automatique de mise sous tension, d'un système de télémétrie, ce qui permet de calculer la vitesse et l'altitude par GPS, d'un système vidéo de suivi de l'évolution du trajet de la fusée et d'une rampe de lancement. Alors, Troposphère 1, la première fusée, n'a jamais pu être lancée comme prévu en avril 2007 pour des raisons techniques. Troposphère 2 a été lancée avec succès le 10 juillet 2007 et a atteint 1014 mètres d'altitude en 35 secondes. Alors, Troposphère 3 aurait dû être lancée le 12 octobre 2007, ce fut un échec. Par contre, Troposphère 4 a été lancée avec succès le 10 juillet 2008, un an, jour pour jour, après Troposphère 2. La fusée a atteint 1548 mètres en 40
47 secondes. Troposphère 5, la dernière fusée d'une série de 5, a été lancée le 28 mars 2008. Toutefois, le lancement n'a pas été un succès car la fusée n'a pas décollé verticalement et s'est écrasée. Malgré l'échec de la dernière et plus importante des fusées, la leçon à tirer est qu'une équipe de scientifiques congolais a commencé à travailler sur un projet spatial avec des fonds très limités. Même la NASA, ça il faut le rappeler, mes désirés, même la NASA a connu des échecs en essayant de conquérir l'espace et la Lune. Il semblerait finalement que Jean-Patrice Keka ait modernisé le centre de contrôle de DTI, qui est l'entreprise dont il a la charge pour le lancement futur de Troposphère 6. On espère bien que cette fois ce sera la meilleure pour DTI, développement tout azimut. Donc ça prouve que l'Afrique gagne, l'Afrique pense, comme je le disais à l'entrée de mon propos, l'Afrique a une envie folle de conquérir. Et mes désirés, il fallait en parler, on n'en a pas suffisamment parlé, peut-être certaines personnes ne savent même pas que Jean-Patrice Keka Oyemba Okese et son entreprise développement tous azimuts ont déjà lancé 5 fusées et surtout avec du matériel de récupération. Ça, il fallait en parler. Je pense que j'en ai fait ma part et aussi que ça ne va pas entrer dans les oreilles des sourds. Merci Roland. C'était Roland, notre correspondant à Libreville. Si le lancement des fusées demande des gros moyens et fait parfois appel à l'État, la direction de la télévision publique au Malawi fait appel au Parlement. Malawi, les nominations à la direction générale et au conseil d'administration de la télévision publique passeront désormais par le Parlement. Au Malawi, il y a désormais un changement dans la procédure des nominations à l'Office de l'audiovisuel public et à l'organe de régulation des communications. Philomène Ducy. Ici, les médias. Ce changement est considéré, mais désiré, comme la grande innovation introduite par le projet de loi qui a été adopté ce 5 juin 2016 par le Parlement malawite. Concrètement, les pouvoirs du président de la République sont désormais limités dans la procédure des nominations dans ces deux instances. Le président devra désormais soumettre ses décisions au Parlement qui agira via la commission des nominations publiques. Agence Ecofin nous apprend que ce texte avait été introduit au mois de mars 2016, au mois de mars de cette année. Il avait suscité de vives critiques venant de la branche locale de l'organisation dénommée Media Institute of Southern Africa, MISA. Elle avait appelé les parlementaires à rejeter ce projet de loi qui, d'après ses dits, violait la loi de 1998 sur les communications. Selon la MISA, en effet, il y avait une menace à l'indépendance de l'office audiovisuel ainsi que sur la liberté d'action de l'organe de régulation des communications. En réalité, la future loi renforçait les pouvoirs du président de la République sur ces établissements publics. Le gouvernement a finalement été contraint d'apporter des amendements à ce texte. Dans la nouvelle procédure, le Parlement devra s'assurer que les personnes nommées par le président malawite sont qualifiées et que le président respecte la diversité de genre. Ici, les médias. Merci Philomène. Ismaël est avec nous en ligne. Ismaël, bonjour. Bonjour mes désirés, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Alors Ismaël, c'est pas très courant dans les pays africains et même dans les pays à travers le monde entier que le Parlement s'implique dans la nomination des responsables des télévisions publiques. C'est un peu rare quand même. Alors, que pensez-vous de ce projet de loi au Malawi ? Je veux dire, pour le projet de Malawi, c'est un projet salutaire à partir du moment où on sait tout de même que cela éviterait donc au chef de l'État de nommer des copains à la tête de la télévision et au conseil d'administration pour manipuler l'instrument public à sa guise. Ouais. Donc en fait, je crois qu'en réalité, ça permettrait donc aux méritants donc d'accéder à ces postes, un certain nombre de reconnaissance au mérite pour que enfin la chose publique puisse être donc gérée dignement. Ouais. Juste dire que passer par le Parlement, ça permet donc à une très belle élection d'ailleurs, que l'on puisse donc voter des personnes qui ont de la carrure et qui ont donc la possibilité de pouvoir dire haut et fort ce qu'ils pensent, ne rien taire pour plaire et ne rien dire pour nuire. Je crois qu'en réalité cela émane également du métier de communicateur que nous sommes. Donc en fait, je pense que c'est une décision salutaire et pas mal de pays d'Afrique gagneraient donc à suivre ces chemins-là. Merci Ismaël. Panafrique,
les pays africains divisés sur une résolution protégeant l'accès et la diffusion de l'information sur Internet. Le projet de résolution portant sur la promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur Internet, adopté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a fait l'objet d'une division parmi les pays africains. Pourquoi un tel projet fait-il autant de divisions? Karine Mambou. Ici, les médias. Ce mois de juillet et mi-désiré, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté 9 projets de résolution, dont l'un portant sur la promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur Internet. Les États africains ont été divisés sur ce texte qui condamne les mesures visant à empêcher ou à perturber l'accès à l'information ou la diffusion de l'information en ligne. Tous les États africains n'ont pas accepté l'invitation de la résolution à s'abstenir des pratiques liberticides sur Internet. L'Afrique du Sud ou encore le Kenya se sont rangés derrière la Russie, la Chine, le Qatar, le Cuba, le Venezuela ou encore l'Arabie Saoudite qui ont défendu le droit de restreindre la liberté d'expression, même sur Internet, ainsi que le droit de chaque État à pouvoir limiter l'accès au web selon que les circonstances l'imposent. En face, il y avait le Nigeria et le Sénégal appartenant au groupe qui défendait la résolution. Il est question de garantir et désirer les mêmes droits aux personnes en ligne et hors ligne, notamment la liberté d'expression, conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le texte interdit aussi de s'en prendre aux blogueurs ou autres utilisateurs d'Internet et médésirés. De même, les États sont invités à ne plus couper le réseau mondial sur le territoire lors des élections, comme on l'a vu au Congo et au Tchad ou encore au Burundi, où les réseaux sociaux ont été interrompus. De même, les États sont invités à maintenir Internet, même en cas d'attaque terroriste, allusion faite à la Turquie qui a fini par couper la toile après les récents attentats sur son territoire. Je signe depuis Johannesburg pour Ici les médias, Karine Mambo. Ici les médias. Alors Olivier est avec nous. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Vous êtes avertis sur des questions d'Internet et réseaux sociaux. Oui. Alors, pourquoi cette résolution fait-il autant de problèmes ? Une résolution qui plus est de l'ONU visant à lever tout contrôle et garantir une liberté totale sur Internet ne peut que poser problème. À y voir de près, une telle mesure pose en effet problème à tous les États, même ceux dits très démocratiques. Ouais. La liberté totale sur Internet pouvant poser un gros problème même aux grandes puissances comme les États-Unis. Ouais. Et nous avons encore en mémoire le scandale Wikileaks et les conséquences qui s'en sont suivies. Et depuis la prolifération du djihadisme, beaucoup d'États, dont la France, exercent un grand contrôle sur les publications sur Internet et a même procédé à la fermeture de plusieurs sites de propagande. On comprend donc bien que lorsqu'un État se sent menacé ou perçoit une possibilité de déstabilisation via Internet, il se réserve le droit de prendre un certain nombre de mesures visant à se protéger et à protéger ses citoyens. Ouais. Un État doit pouvoir rester fort et avoir un contrôle total sur ce qui s'y passe. Or, une telle résolution limite clairement l'action des États sur certaines publications pouvant apparaître sur Internet. D'ailleurs, on se pose la question de savoir pourquoi les États peuvent exercer un droit de contrôle sur les autres médias et pas sur Internet. Cette question est sans aucun doute ce qui motive la réticence de certains États face à cette résolution. Que pensez-vous de cette décision de ne pas poursuivre les blogueurs et les utilisateurs d'Internet après leur publication, Olivier ? Pour ma part, bien qu'étant un fervent défenseur de la liberté d'expression, je trouve assez dangereuse une telle décision, car n'oublions pas qu'une publication ne doit en aucun cas être une menace pour la cohésion sociale. Ouais. La liberté ne saurait être le libertinage, et il faut toujours qu'il y ait un minimum de règles pour qu'une société puisse fonctionner. Jetons un petit regard sur les réseaux sociaux, on se rend bien vite compte que certaines personnes prennent malin plaisir à détourner certaines images et illustrations, voire certains récits, pour tromper à dessein l'opinion. Ouais. L'exemple du Congo-Brazzaville est assez parlant, où nous avons vu certaines personnes diffuser sur les blogs et les réseaux sociaux des images et des récits de la guerre des années 90 dans le seul but de faire croire à l'opinion internationale et aux populations que des exactions sont en train d'être commises par le gouvernement en place. Ouais. Ce qui d'ailleurs a poussé ce dernier à suspendre l'accès total aux communications, donc à Internet. Par l'imprudence de certaines personnes mal intentionnées, des milliers d'autres se sont retrouvés sans accès à Internet pour pouvoir vaquer à leurs occupations.
Maintenant, il faut aussi avouer que certains États peuvent profiter d'un prétexte de déstabilisation pour museler des blogueurs qui effectivement dénoncent à juste titre les manquements des États. Ouais. Sur cette question, une réglementation s'impose, mais il faut avouer qu'au regard du fonctionnement d'Internet, cela est extrêmement difficile. En clair, Olivier, dans les pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, la Russie, le Qatar, la Chine, l'Arabie Saoudite, qui ont défendu mordicus le droit de restreindre les libertés d'expression même sur Internet, est-ce qu'il est toujours évident de traquer les blogueurs, de traquer les journalistes sur la toile ? Comme je viens de le préciser plus haut, réglementer l'utilisation d'Internet est très difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que la traque d'un internaute ou d'un blogueur est très difficile. Lorsque l'on a un point d'accès, quel que soit l'endroit où l'on se trouve au monde, on est capable de diffuser et partager des informations avec les autres internautes du monde entier. Ouais. La preuve en est que la plupart des blogueurs résident rarement dans le pays sur lequel ils font des dénonciations, pourtant leurs articles sont lus à travers le monde entier. Ouais. Certains même bénéficient de la protection de certains États ou de leur chancellerie lorsqu'ils sont encore dans leur pays. On peut aussi remarquer que bon nombre de blogueurs bénéficient de mesures de protection particulières quand ils se sentent menacés. De par leur faculté à toucher le plus grand nombre, des mobilisations sont souvent très vite organisées en leur faveur lorsque l'un d'eux est arrêté. En somme, très difficile de traquer un blogueur qui ne veut pas être pris dans les mailles des filets d'un État. Ouais. Le seul moyen pour les États, malheureusement, reste et demeure la coupure ou la censure d'Internet. Merci Olivier. Parmi les utilisateurs des nouvelles technologies d'information et de la communication, il y en a qu'on appelle des infographes. En fait, qu'est-ce qu'un infographe ? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un infographe ? En quoi consiste le métier d'infographe ? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Grâce au développement fulgurant du digital et des techniques de numérisation de l'image, le métier d'infographiste prend de plus en plus de l'ampleur. Derrière ce terme générique se cachent plusieurs secteurs d'activité, parmi lesquels le secteur des médias. L'infographiste est défini généralement comme un créateur qui manie les mots et les images au service d'un message clair et percutant. C'est un artiste qui réalise des visuels alliant images, photos, textes et vidéos à partir des outils informatiques. Il traduit graphiquement une idée générale, un concept ou un scénario. Son travail consiste donc à partir d'une idée pour concevoir la meilleure représentation visuelle possible. S'appuyant sur ses croquis, il crée des animations sur ordinateur, puis définit les couleurs, les textures et les mouvements. L'infographiste crée également des chartes graphiques. En plus d'être un as du crayon, il est avant tout un virtuose de la souris informatique, d'où le préfixe info qui se greffe au radical graphiste, qui est sa tâche de base. Il est donc impossible pour lui d'exercer sans son ordinateur, qui représente son principal outil de travail. Parmi ses réalisations, et selon le secteur dans lequel il exerce, on retrouve l'habillage des pages web, la création des logos, la mise en image des décors, la création des dessins animés, des films d'animation, des jeux vidéo, la conception d'effets spéciaux, etc. Ces domaines de création sont très nombreux et demandent des compétences diversifiées. La modélisation des décors, par exemple, requiert des notions de volume, d'espace et de profondeur, alors que l'animation de personnages exige un grand sens du mouvement. Il est de ce fait nécessaire de connaître au bout des doigts les techniques d'assemblage d'images, de retouche de photos, de création d'images composites, d'incrustation, d'effets de transparence, etc. Pour cela, il doit maîtriser à la perfection des logiciels de traitement d'images comme Illustrator, Photoshop ou InDesign. Il peut travailler en 2D ou en 3D pour des images de synthèse de jeux vidéo. Ne surtout pas se lancer dans ce métier sans une bonne dose de créativité, de polyvalence et de réactivité. En plus des aptitudes à travailler en équipe, il faut avoir d'importantes compétences technologiques. L'infographiste est généralement employé dans les sociétés multimédia, les agences de communication et de publicité,
les sociétés de production audiovisuelle ou les télévisions. Mais de nombreux professionnels travaillent surtout en indépendant. Et au regard des missions qui l'incombent, il est hautement important que l'aspirant à la profession se fasse mouler dans une école pour acquérir une formation solide. À cet effet, il aura un large éventail de choix sur le continent, comme l'École supérieure africaine des TIC en Côte d'Ivoire ou l'Institut supérieur d'informatique du Sénégal. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier d'infographe, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, producteur Radar Production, coproduction Record FM Gabon, diffuseur Record FM Gabon, on a FM à Bafoussam, Afrique du à Yaoundé. Nos correspondants, Roland Djakou à Libreville, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris, c'est en France, Karine Mambo à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Retrouvez Ici les médias sur notre chaîne YouTube. Dans ce studio, El Marsibumba. Lui et mes désirés. Passionnés des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.